Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce mardi 19 avril. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui la loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016. 302 milliards de francs CFA sont à rechercher pour boucler le budget qui se chiffre à près de 1920 milliards de nos francs. Le Premier ministre sur les chantiers de construction des infrastructures du 11 décembre à Kaya. Le chef du gouvernement a donné des instructions pour que les chantiers en souffrance soient livrés dans les délais. Paul Kabatieba a également échangé avec les forces vives de la région du centre-nord. Et puis la France opte pour un nouveau schéma de lutte contre le terrorisme. Désormais, les forces d'élite de la gendarmerie et de la police vont travailler en tandem pour plus d'efficacité et de rapidité dans les interventions. La loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016 a été votée ce 19 avril en séance plénière par les députés de l'Assemblée nationale. Le budget rectifié se chiffre à près de 1920 milliards de francs CFA contre 1823 milliards dans le budget initial. Des détails avec Mathias Drabo et Fousseni Kindo. Environ 1920 milliards de francs CFA, c'est le budget 2016 revu et corrigé par l'Assemblée nationale. Le montant des charges prévisionnelles s'élève à plus de 1617 milliards de francs CFA pour un gap de plus de 300 milliards de francs CFA à rechercher. Pour les députés de la majorité qui ont donné leur cutus à la loi rectificative, ce budget va donner les moyens au gouvernement burkinabé de mener des politiques publiques prioritaires pour le pays. Dans la nouvelle loi, le gouvernement consent au retrait des taxes sur les propriétés bâties, mais aussi décide de mettre 15 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de la loi 081 portant statut général de la fonction publique. Également, pour soutenir l'activité économique, le gouvernement burkinabé accepte de revoir ses propositions de permettre l'importation de camions-citernes et de camions de transport de marchandises. C'est une loi qui nous a causé beaucoup de difficultés, vous le savez. Parce que sur la transition, beaucoup d'activités avaient été budgétisées sans une prévision de recettes correspondantes. Donc c'était des inscriptions qu'il fallait reprendre et trouver des financements. C'est pourquoi le gap de financement aujourd'hui se chiffre à 302 milliards de francs CFA. Le groupe parlementaire CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, a voté contre la loi. Le CDP reste sceptique sur l'ancrage de ce budget rectifié dans le contexte économique actuel. La masse salariale, par exemple, qui se fixe autour de 44,95% pour une norme inférieure ou égale à 35%, le manque d'analyse rigoureuse de la conjoncture économique retiennent entre autres l'attention du CDP. Pour le groupe parlementaire UPC, qui s'est abstenu de voter également cette loi, ces griefs évoqués par le CDP sont fondés, mais pas seulement. 20 milliards, ça c'est pour la dette intérieure. Évidemment, nous pensons que c'est bien, mais c'est encore insuffisant. L'autre élément, c'est la loi 081. Et le gouvernement a alloué 15 milliards. Nous pensons également que là, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement burkinabé s'est dit sensible aux observations des députés de l'Assemblée nationale et promet de travailler rapidement à combler le gap. Nous avons un projet, en tout cas, de couvrir ce déficit-là par l'appui des partenaires techniques et financiers pour lesquels un montant est déjà annoncé, mais nous sommes en train toujours de rechercher, et également par le marché financier, comme tous les ans nous le faisons. Cette loi rectificative devrait être précédée par d'autres lois rectificatives en 2016 pour prendre en compte les préoccupations du gouvernement, mais aussi les aspirations des populations. Le Premier ministre Paul Kabatieba a visité hier les infrastructures en construction à Kaya dans le cadre des festivités de la fête nationale. Le chef du gouvernement s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux, même si certains chantiers accusent un retard. Le point avec Urbain Sommet et Pascal Canet. Le stade régional de Kaya à 7 mois du 11 décembre. Un chantier abandonné, envahi par des herbes. Cela fait près de 2 ans que le chantier est en souffrance.
L'entreprise commise pour l'exécution des travaux s'est montrée défaillante, alors le ministère des Sports a résilié les contrats. Et puis, plus rien. Curieux, le Premier ministre demande à avoir un plan. Il n'y a pas non plus de plan. Et voilà l'explication. Pour les dossiers à maîtrise d'ouvrage délégué, ça veut dire que le maître d'ouvrage délégué, nous qui sommes le ministère des Sports, nous transmettons tout le financement à la maîtrise d'ouvrage délégué qui agit au nom du ministère. Donc, ce qui faisait que pour certaines questions qu'on nous avait posées, on n'avait pas les dossiers techniques avec nous. Ces dossiers techniques sont entre le maître d'ouvrage délégué, le bureau d'études qui fait le suivi et l'entreprise. Comme c'est un marché, un sac ou des travaux qui ont été désertés par l'entreprise, donc à l'étape actuelle, nous, au niveau du ministère, les fautes de dossiers que nous avions, on les a transmis à Commode pour pouvoir reprendre le dossier en main pour que à l'orée 11 décembre 2016 que nous ayons le stade. Heureusement, il y a aussi des chantiers qui avancent bien et même très bien. À l'image de la salle polyvalente, une salle de 1000 places en finition qui force l'admiration de la délégation. Ici, cela se voit, l'entreprise est bien organisée. Néanmoins, la délégation suggère d'ajouter d'autres commodités à l'infrastructure afin qu'elle puisse être attractive. La place de la Nation est aussi presque finie. Il reste à poser une partie des pavés dans la cour. Même satisfaction à l'ère du défilé qui n'attend plus que les défilants. Le tronçon d'environ 3 km est entièrement bitumé, comme les 23 km de route interne de la ville. Une ville totalement métamorphosée. Après ce que j'ai vu, je suis convaincu. Je repars rassuré. Je repars rassuré parce que les taux d'exécution des infrastructures que j'ai vus sont excellents. S'agissant du stade, j'ai donné des instructions précises au ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat afin que, en rapport avec les structures compétentes, ils prennent les mesures appropriées pour que le stade soit disponible. En tout cas, au moins un mois avant le début de la fête. Quand je venais, j'étais très inquiet, mais je ne vais pas rassurer. À part ce stade-là, et puis la question des cités, bon, je pense que là, il n'y a pas de grand problème. Mais à la cité A et B des forces vives, le niveau d'exécution des travaux est tout de même inquiétant. Le temps presse et le délai initialement prévu pour le 30 mars est déjà dépassé. Séance tenante, le chef du gouvernement demande un rapport détaillé de la situation afin de prendre la décision qui s'impose. Et puis après cette visite de terrain, le Premier ministre s'est entretenu avec les entrepreneurs et les forces vives de la région du Centre-Nord. Les difficultés rencontrées dans l'exécution de certains chantiers et les préoccupations des populations étaient au centre des discussions. Paul Kabatieba a aussi rendu une visite de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses de la région. Le point avec Urbain Sommet et Pascal Canet. C'est par le palais du dimanche de Boussman que le chef du gouvernement a entamé sa visite marathon au Centre-Nord. Paul Kabatieba veut avoir les bénédictions et l'accompagnement de cette autorité coutumière. Le même rituel est répété à Kaya, chez Nabakoum, chef de Kaya, l'imam de la grande mosquée de la ville, chez le président des églises des Assemblées de Dieu et l'évêque de Kaya. À toutes ces autorités coutumières et religieuses, la délégation gouvernementale demande le soutien dans l'organisation du 11 décembre et pour la réussite de l'action gouvernementale. Juste après sa visite de terrain, la délégation gouvernementale a eu un entretien avec les entrepreneurs, les corps constitués et les forces vives de la région. Un tête-à-tête pour trouver des solutions aux problèmes posés au cours de la visite, mais aussi pour parler de l'action gouvernementale. Sur les champs, certaines questions comme la construction de la caserne des sapeurs-pompiers, la maison de l'appelé, l'auberge du 11 décembre et les routes additives ont trouvé des réponses favorables. Mais le chef du gouvernement s'est voulu aussi réaliste. Les finances publiques de l'État sont dans un état difficile. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez. Dans les pays de l'Union monétaire ouest-africaine, il y a une règle que personne ne doit dépasser en matière de gestion budgétaire. Les salaires qu'on verse ne doivent pas dépasser 35% des ressources fiscales. Or, nous, les salaires que nous versons aux fonctionnaires, ça fait presque 50% de nos ressources fiscales. Si vous prenez les charges de fonctionnement de l'État, les ventilateurs, les climatiseurs, les voitures qui circulent, l'essence, le carburant,
les bourses aux étudiants, etc. Si vous rapportez ça, vous divisez ça par rapport aux ressources fiscales, aux impôts, on est à peu de 98%. Ça veut dire que l'État n'a rien pour investir dans les routes, dans les universités, dans les écoles, et dans l'énergie. Il n'y a rien. Pour ce qui concerne les 30 millions par province promis par l'ancien pouvoir, le chef du gouvernement demande la compréhension des forces vives au regard de l'état actuel des finances du pays. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD et la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, ont livré hier les résultats d'un sondage sur les 100 jours du président Roch-Marc Christian Kaboré, un sondage réalisé dans le cadre du projet Présimètre dont l'ambition est d'évaluer les engagements du président et le niveau de satisfaction des populations. Konsoun Koulibaly, Drissa Seré. Les experts s'accordent là-dessus, c'est une première et une innovation majeure dans le processus démocratique au Burkina, porté par le Centre pour la gouvernance démocratique et la CODEL, avec l'appui technique et financier de Diaconia. Le Présimètre doté d'un volet Rochmètre est un important projet dont l'objectif est de permettre aux citoyens de juger l'action politique. Aujourd'hui, il porte à la connaissance de l'opinion publique les résultats du Présimètre consacré à l'évaluation des 100 premiers jours du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'agissait d'évaluer la confiance des populations sur la tenue des engagements pris par le président du Faso et le niveau de satisfaction des populations sur la façon dont les questions majeures, les Kolgouego, l'indépendance de la magistrature, le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, les délestages et le terrorisme ont été résolus. D'abord, pour parler des engagements pris par le président du Faso, le niveau de confiance, la tenue de ces engagements, globalement, est légèrement en deçà de 50%. Ça, c'est vrai. Mais par rapport aux tendances lourdes, sur la façon dont certaines questions ont été gérées, vous avez certainement remarqué que globalement, le niveau de satisfaction est également en deçà de 50%. Sur la base de l'analyse et des enseignements tirés de la manière dont les citoyens apprécient la trajectoire empruntée par le nouveau pouvoir, les experts formulent des recommandations. D'ordre général, d'abord, ça a été clairement mentionné qu'il faudrait que le gouvernement harmonise sa communication sur certaines questions ou sur la façon dont certaines questions ont été gérées. Mais pour revenir aux engagements, ça a été clairement dit aussi qu'il faut plus de lisibilité sur l'opérationnalisation des engagements ou l'exécution du programme du président du Faso. L'indépendance de la plateforme, la fiabilité des données et la qualité des supports, la prise en compte des groupes vulnérables, le débat démocratique qui a suivi les présentations a enregistré aussi bien des préoccupations que des contributions. Selon les experts, les sondages qui se sont déroulés du 8 au 12 avril ont utilisé 3 canaux pour la collecte des données. Les SMS, le sondage en ligne par SMS, le canal Android. Ils ont porté sur un échantillon de 2052 personnes. Pourquoi le parent, le Parti pour la Renaissance nationale, a choisi d'entrer dans le gouvernement? Beaucoup de Burkinabés se sont posé la question. Laurent Bado, le fondateur du parti, a apporté la réponse ce matin. Il a aussi réagi sur l'agression dont ont été victimes les enseignants de Nagaré. Roger Kam, Viviane Tiendrebego. Le parent compte 2 députés à l'Assemblée nationale et 1 ministre dans le gouvernement, Paul Kabatieba. Nous avons soutenu le gouvernement, vous savez, pour 2 raisons. Vous savez très bien que dans toutes les démocraties, il y a des gouvernements de coalition et des gouvernements d'union nationale. Gouvernement de coalition, quand le parti vainqueur aux élections ne dispose pas à l'Assemblée d'une très bonne majorité pour arriver à faire des réformes importantes. Pour Laurent Bado, les récents événements survenus à Nagaré interpellent le gouvernement. Comment voulez-vous des gens qui puissent justement détruire un drapeau national? Un enfant doit être dressé, il doit être éduqué. Il faut donc prendre des mesures chic, choquantes. Voilà, pour que le peuple comprenne qu'il y a des choses qui ne seront plus tolérées comme avant. Pour le parent, être au gouvernement et siéger au Parlement devrait aider le parti à mieux faire connaître ses 33 propositions de loi, dont la plus urgente concerne l'homosexualité.
Le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme n'est pas content de la gestion du personnel du département. Il a dénoncé à travers une conférence de presse les nominations des agents d'autres ministères comme directeurs provinciaux de la culture, du tourisme et des arts. Le syndicat demande également la satisfaction de sa plateforme revendicative. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Mari. Le syndicat national des travailleurs de la culture et du tourisme SNATRAC s'insurge contre la nomination de 8 directeurs provinciaux de la culture, des arts et du tourisme en Conseil des ministres le 13 avril dernier. Et c'est devant leur ministère de tutelle, faute de salle qui lui aurait été refusée, qu'il exprime son mécontentement. Pour le SNATRAC, ces nominations sont une remise en cause des acquis car les agents nommés ne relèvent pas de leur département. Nous condamnons avec véhémence la politisation de l'administration culturelle et touristique, la non-responsabilisation des agents du ministère qui ont été formés pour assurer le bon fonctionnement du service en lieu et place de ceux qui n'ont aucune compétence ni formation dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme. Cela se vérifie par les nominations en Conseil des ministres du 13 avril 2016 de 8 directeurs provinciaux. Toujours selon le SNATRAC, la plateforme minimale en 5 points déposée en février dernier attend toujours satisfaction. Le premier point, nous avons l'amélioration des conditions de travail et de sécurité des agents du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Deuxième point, augmentation du nombre de places à pourvoir au concours professionnel. Troisième point, permettre l'accès rapide des budgets alloués aux directions régionales. Quatrième point, nomination d'attachés culturels et touristiques dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso. Pour Mohamed Oulamine Ouedraogo, le SNATRAC ne ménagera aucun effort pour défendre ses intérêts matériels et moraux. Et après cette conférence de presse du SNATRAC, le ministère en charge de la culture a réagi. Le secrétaire général a expliqué les raisons de ces nominations et le plan du ministère en la matière. On écoute Stanislas Meda. Les instituteurs qui sont nommés effectivement dans les provinces sont sur les lieux, connaissent bien le terrain et travaillent justement depuis d'ailleurs, parce que la plupart d'entre eux ont travaillé pour la stratégie que nous avons mise en place et qui a été adoptée. Mais cela étant, nous avons 45 provinces, moins d'une dizaine, j'allais dire, ont été nommées. Il reste encore plus d'une trentaine donc, de directions. Et la stratégie du ministre, c'est de dire comment faire en sorte qu'on puisse avoir des quotas. Les points qui ont été introduits par les syndicats ont été examinés par le ministre directement et le ministre leur a donné les réponses qu'il fallait par rapport aux salles. En juin, les salles seront disponibles. Si l'on pense qu'il faut un code vestimentaire pour l'ensemble, c'est une revendication qui est tout à fait, j'allais dire, normale. Et si ça aboutit, bon, ce sera bien pour nous tous. Le problème n'est pas qu'il n'y ait pas de connexion. Il y a la connexion, vous pouvez voir dans cette salle et dans les différents bureaux donc, du matériel Wi-Fi qui a été acquis, mais dont le débit est tellement faible que souvent on n'arrive pas à faire ce qu'on aurait pu faire avec. Un budget, c'est une prévision, et au fur et à mesure que des recettes tombent, on redépense ces recettes. Alors, s'il y a à un moment en masse, si les recettes ne sont pas encore entrées, les dépenses seront difficiles à effectuer. Des journalistes sont en formation sur le leadership et la gestion des conflits électoraux. La formation est organisée par la CENI et vise à renforcer les capacités des hommes de médias dans le traitement professionnel de l'information électorale. Oumar Zombri. Les journalistes sont à l'école du leadership et de la résolution des conflits électoraux. Ils reçoivent ici les rudiments nécessaires pour une gestion efficiente des conflits qui pourraient survenir au cours des élections municipales. Bientôt, nous allons entrer en campagne électorale. C'est-à-dire que par rapport à cette période fragile, il faut savoir effectivement non seulement relayer, communiquer, et rapporter, mais également le faire tout dans un contexte professionnel, de sorte à ce qu'effectivement, de par notre attitude, de par les écrits, de par les communiqués, de par les émissions que vous réalisez, que le tout participe en tout cas à l'obtention d'un climat apaisé. Donc il s'agit ici d'une formation
axé essentiellement sur la gestion des conflits en période électorale. Pour une durée de 5 jours, cette formation est rendue possible grâce à l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections au Burkina. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Barthélemy Kéré, a invité les journalistes à renouveler leur engagement et leur accompagnement au processus électoral afin de faire de ces municipales du 22 mai prochain des élections à l'image de la présidentielle et des législatives, c'est-à-dire des élections calmes et apaisées. La représentante résidente de la coopération suisse pour la région Afrique a visité l'unité de transformation de beurre de karité d'une association basée à Koudougou. Cette unité a été financée par la coopération suisse et réalisée par la FAO. La visite avec Sie Dilareyen et Marguerite Douaniou. Plus de 50 tonnes de beurre de karité, dont 25 tonnes de beurre bio. C'est la production annuelle de l'association Teguen Baumanegré de Koudougou. Une production record à mettre au compte de la coopération suisse qui a financé la mécanisation du processus de transformation du beurre de karité pour cette association. Avec l'acquisition de ce matériel, vous voyez que le travail là est devenu plus facile. Donc en termes de rentabilité, ça permet de produire plus. Et les femmes se fatiguent moins. La visite de ce matin a permis à la première responsable de la coopération suisse pour la région Afrique de se rendre compte de l'efficacité du programme pour les bénéficiaires et le partenaire financier qui envisage étendre son intervention à d'autres localités. Il y a la deuxième phase du programme qui est en cours de formulation. On va en discuter pour voir est-ce qu'on peut faire une question de mise à échelle avec d'autres femmes, essayer de multiplier ce type d'initiatives avec d'autres associations qui ont déjà commencer à transformer le beurre, mais peut-être qu'ils n'ont pas la capacité de celles qui sont ici ou qui n'ont pas l'équipement de celles qui sont ici. Et pour la FAO qui a exécuté le programme, le travail n'a pas été difficile. Le terrain s'y prêtait déjà. Il était question d'abord de les former. La deuxième étape, c'est la mise à disposition de ce bâtiment que vous voyez. Ce bâtiment a été construit à hauteur de 17 millions. Les équipements nous ont coûté autour de 8 millions. Les bénéficiaires avaient d'autres doléances auprès des partenaires. Les femmes ont cité entre autres un forage et un magasin plus grand pour le stockage des amandes de karité. Quels sont les enjeux de la biotechnologie et de la biosécurité au Burkina Faso? La question est au centre d'une rencontre d'information. Cette rencontre qui doit permettre d'échanger sur les dernières évolutions concernant les OGM se tient dans un contexte marqué par la remise en cause du coton bété au Burkina Faso. Ali Doubadini, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Une journée d'information sur les enjeux des biotechnologies agricoles et la biosécurité. C'est devenu une tradition, mais cette année, le contexte est particulier. Le Burkina Faso vient de renoncer au coton génétiquement modifié. Alors, une question se pose. La mésaventure du Bolgar 2 va-t-elle freiner les ardeurs du Burkina en ce qui concerne les autres projets de culture génétiquement modifiés? Disons que toutes ces recherches-là, avant leur application, sont bien encadrées. Il y a des cadres réglementaires qui vont nous définir tous les itinéraires à suivre pour les introduire. Donc il n'y a pas de problème, nous allons poursuivre. Actuellement, plusieurs projets de culture génétiquement modifiés sont très avancés au Burkina Faso. Des variétés mises au point pour répondre à des défis précis de la production. Nous avons du maïs qui va lutter contre certains insectes. On a du niébé aussi, du niébé bété qui va aussi lutter contre un insecte qui est le marouka. Nous avons aussi un autre coton qui va allier la résistance donc à ces insectes-là, et on a ajouté un autre gène qui va permettre donc de pulvériser le coton et d'avoir toutes les plantes à côté qui meurent, mais le cotonnier va être résistant donc à cet herbicide qu'on va utiliser. Cette rencontre est donc l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs les dernières avancées de la biotechnologie, mais aussi et surtout les règles et les précautions qui sont prises pour mettre l'homme et la nature à l'abri de tout désagrément. Elle est organisée par l'INERA en collaboration avec le Forum ouvert sur la biotechnologie au Burkina Faso.
Créée en décembre 1955, la Caisse nationale de sécurité sociale veut célébrer ses 60 ans cette année. La revue du plan stratégique 2010-2020 et plusieurs activités sociales et sportives seront organisées dans le cadre de la commémoration de ce jubilé. Des précisions avec Salif Belem et Draman Guéné. Le 5 décembre 1955, naissait à Bobo-Dioulasso la Caisse nationale de sécurité sociale avec 4360 bénéficiaires de prestations. Les 6 décennies bien sonnées, la Caisse célèbre son soixantenaire le 23 au 29 avril prochain. Les activités prévues pour la cérémonie sont ici déroulées par la directrice générale. Le 23 avril, lancement officiel des activités sous le patronage du président du Faso, suivi des compétitions sportives dans l'après-midi. L'autre activité importante de la commémoration sera le panel qui sera développé par d'imminents conférenciers du domaine de la sécurité sociale, les dons de sang, de vivres et les actions d'appui au profit des populations vulnérables. La CNSS, 60 ans après, quelle perspective pour de prestations de qualité au service des assurés? C'est le thème du soixantenaire de la Caisse. Un soixantenaire qui se veut une halte pour se remettre en cause et dégager des stratégies innovantes au profit des bénéficiaires. Même si aujourd'hui on a un stade qu'on estime positif, nous devons aussi de regarder à gauche, à droite, à l'extérieur pour voir qu'est-ce que les autres font et que nous n'arrivons pas à faire. Donc pour nous mettre un peu au même niveau que les autres institutions sœurs de la sous-région, puisque nous travaillons dans un cadre conventionnel et autres, il faut que nous arrivions à avoir pratiquement les mêmes qualités de prestations que nous servons nos assurés. Le plan stratégique 2010-2020 de la CNSS sera alors revu pour intensifier la bancarisation du paiement des pensions. D'ici à la fin de l'année, la Caisse envisage une assurance complémentaire pour les bénéficiaires de gros revenus. Il consiste à cotiser volontairement une deuxième fois afin de bénéficier d'une deuxième pension à la retraite. La France renforce son dispositif de lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Intérieur a présenté son nouveau plan d'intervention. Il implique une collaboration étroite entre la police et la gendarmerie. Le RAID, de la BRI et du GIGN, réunis ensemble place Beauvau. L'image est très symbolique, car ces 3 unités d'élite ont parfois incarné une certaine rivalité entre police et gendarmerie. Mais face à la menace terroriste, Bernard Cazeneuve leur demande plus de collaboration pour intervenir partout en France en moins de 20 minutes. Notre objectif est donc de répondre toujours plus rapidement aux attaques, de réduire au maximum nos délais d'intervention, et c'est ainsi que nous pourrons conduire dans des conditions optimales cette guerre du temps qu'implique désormais toute riposte antiterroriste. Pour permettre à ces hommes d'intervenir plus vite, le ministère de l'Intérieur étoffe ses effectifs. Le GIGN, unité d'élite de la gendarmerie, dispose de 4 nouvelles antennes à Nantes, Tours, Reims et Mayotte. Le RAID, la force d'intervention de la police nationale, va ouvrir dès l'automne 3 nouvelles antennes à Toulouse, Montpellier et Nancy. La BRI, brigade anti-gang basée à Paris, voit ses effectifs doublés pour répondre à une menace inédite. Jusqu'à maintenant, les forces étaient organisées sur un schéma et ce schéma est dépassé maintenant parce que les terroristes peuvent taper n'importe où, n'importe quand. Un exercice de coopération grandeur nature incluant toutes les unités d'élite est prévu dès ce soir à Paris. Les tirs à la Maka et la fin du boycott de l'opposition nigérienne font la une des quotidiens de ce mardi. La revue de presse est avec Aimé Solange Guigma. Les journaux du jour font la lumière sur les tirs à la Maka dans la nuit du 17 avril dernier. Le pays indique donc que ces tirs qui ont été entendus dans la nuit du 17 avril à la Maka, où sont détenus les auteurs et présumés complices du putsch manqué du 16 septembre dernier, font penser à une tentative de libération orchestrée par d'éventuels récalcitrants du défunt RSP. Mais il n'en est rien reçu le soir. Il s'agit en réalité, explique aujourd'hui au Faso, de tirs de sommation adressés à 2 individus qui se sont avérés être des riverains qui, par ignorance, se sont aventurés dans une zone interdite du fait des nouvelles mesures de sécurité en vigueur à la Maka.
Les populations sont appelées donc à respecter scrupuleusement les mesures établies autour des camps militaires. Le journal nous apprend également, s'agissant du coup d'État du 16 septembre, que de hauts gradés allongent la liste des présumés auteurs du forfait. Il s'agit du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Pingrenoma Zagré, du colonel Tuandaba Koulibaly, chef d'état-major de la gendarmerie, et du directeur général de la police, le commissaire Lazare Tarpaga. Le Canard précise que c'est le général Diendéré qui les a dénoncés lors de ses auditions, affirmant mordicus qu'ils étaient partants, de même que l'adjudant-chef Moussa Nebié dit Rambo. À l'international, Citoyen nous informe que l'opposition nigérienne a décidé de rejoindre le nouveau Parlement, mais ne reconnaît toujours pas la victoire du président Issoufou. Le pays précise que c'est la queue entre les pattes que l'opposition revient dans la République et ce n'est pas honorable pour elle. Mais en mettant en berne son orgueil pour participer au débat démocratique, elle fait œuvre utile. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTB.